Et ben, peut-être le mettre au maximum. Deux, trois petites minutes pour commencer. Merci d'être venu.
à toutes et à tous. Merci d'être, vous êtes connectés pour suivre le quatrième atelier des stratégies concertées de la série EVRAS, euh, responsabilité partagée entre parents et professionnels. Et cet atelier, c'est pour donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est quelle place les parents réservent à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle en famille. Est-ce que parler de l'excision, c'est de parler de sexualité? Dans un contexte où l'éducation à la vie relationnelle et affective et sexuelle à l'école a suscité de vives réactions parmi les parents, nous souhaitons ouvrir un dialogue, notamment avec les personnes issues des communautés concernées par les mutilations génitales féminines, sur la place de cette éducation au sein des familles. De nombreux parents se questionnent sur le rôle qu'ils doivent jouer face à ces sujets ou estiment être les seuls à pouvoir les aborder avec leurs enfants. Par ailleurs, les MGF, souvent perçus comme un sujet tabou dans certaines communautés, soulèvent la question de savoir comment ces thématiques sont abordées en famille et s'il existe un espace pour en discuter. Donc, cet atelier vise à approfondir ces réflexions en échangeant sur la place des parents des communautés concernées par les MGF. Et aujourd'hui, donc, je vais commencer par parler de moi parce que jusqu'ici, c'était Marianne Guéna Kana qui était la chargée de la coordination du réseau des stratégies concertées bruxellois wallon que j'ai remplacé depuis le mois de septembre. Donc, moi, je m'appelle Maria Maba, je suis donc la nouvelle coordinatrice du réseau des stratégies concertées. Donc, c'est moi qui coordonne maintenant ces ateliers de ces webinaires et en même temps, je suis la responsable du Community Voices. L'année dernière, pour ceux qui avaient suivi et celles qui avaient suivi les ateliers m'ont beaucoup vu lors de ces ateliers en tant qu'intervenante en ma qualité de médiatrice interculturelle et de responsable des Community Voices et personnes concernées. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous avons comme intervenante ma collègue Isma Touba, qui est travailleuse interculturelle au GAMS. Nous avons Fatoumata Bintou Aïdara, qui est relais communautaire et maman. Nous avons Fatouma Fouad Saïd, qui est relais communautaire et qui est tante, qui va aussi parler de son expérience. Et enfin, Ramatou Baldé, qui est technologue de laboratoire médical et fraîchement diplômé en sciences de la santé publique, qui va intervenir sur son travail de fin d'études sur l'intégration et tradition et la thématique qu'elle a abordée, c'est sur les perceptions des mutilations génitales féminines par les jeunes femmes d'origine guinéenne qui sont deuxième et troisième génération à Wallonie et à Bruxelles. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais me tourner vers Fatoumata Bintou. Bonjour Bintou, Oui, bonjour. Je tu suis es Aïd- relais. Oui, je suis Aïdara Fatoumata Bintou, je suis malienne, je suis relais communautaire et je suis interprète en langue bamana. Mm. Donc, c'est une langue parlée en Afrique de l'Ouest. Merci Bintou d'être là Merci. aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux nous dire si dans l'éducation familiale, tu as reçu une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Moi, lorsque j'ai eu l'âge de la puberté, en ce moment, ma maman elle n'était pas là. Elle travaillait dans un projet à 400 kilomètres de Bamako et j'étais dans la famille chez mes grands-parents et j'étais entourée de garçons, de tontons, de grands frères, de cousins. Et lorsque j'ai eu mes menstruations, j'ai pas osé poser la question. Je suis restée comme ça Mhm. et je me suis débrouillée toute seule. Donc, jusqu'à ce que je suis arrivée au lycée et à travers la biologie, j'ai compris beaucoup de choses. Mhm. Et je me suis dit que j'ai eu une chance d'être entourée par les garçons parce que j'ai pas osé aller aux côtés des filles. Pour quelle raison? Parce que les filles autour de moi, elles avaient déjà tous des enfants. Et là, moi, j'étais étonnée, moi, étant enfant, et je vois d'autres filles étant enfants qui ont des filles, qui ont des enfants. Donc, Mhm. je me dis, j'ai eu la chance de ne pas poser la question par rapport à la menstruation. Mhm. Peut-être j'allais être dirigée vers
qui sait, le côté pour aller courtiser un tout petit peu les garçons et j'allais me dire oui, je suis bien informée, on m'a expliqué c'est quoi les menstruations, quand est-ce qu'il faut faire attention, quand est-ce qu'il faut pas faire attention. Et j'ai pas eu ça et j'ai pas osé. Donc mon cap, c'était mes études. Et je me suis dirigée vers les études. Une fois au lycée, j'ai eu les réponses à mes questions à Donc, travers la biologie. donc, vous êtes entendu dans votre contexte de jeune fille, vous n'avez pas eu un espace pour parler de la vie relationnelle et affective. Donc, Non. et avec vos frères, avec vos cousins, vous parlez de tous des aspects relationnels, c'est-à-dire est-ce que il y a cet espace où vous permettez au moins de comprendre certaines aspects de la relation? Est-ce qu'il y a, quand il y avait des conflits avec les cousins, les frères, est-ce qu'il y avait cet espace où vous pouvez poser des questions, où vous accompagnez dans ces différents conflits ou pas du tout? Oui, quand je dis que j'ai pas reçu l'éducation comme ça, j'ai eu l'éducation, mais c'était en sens opposé. Parce que là, j'étais du côté des garçons et tout ce que les garçons doivent chercher à comprendre déjà, donc moi, j'étais à côté d'eux et je savais. Donc, Mhm. j'étais la petite sœur qui allait appeler les copines et la petite sœur où on se confiait. Tu vois, telle fille, elle est comme ça, je ne sais pas si elle m'aime ou... Donc, Mhm. j'avais les confidences des filles et j'avais les confidences des garçons. Donc, en quelque sorte, j'ai reçu l'éducation, mais c'est pas vers ma maman ou mon papa, mais c'était Mhm. vers les cousins et les grands frères et les tontons, en quelque sorte. Donc, vous avez appris en observant. Oui, j'ai appris en observant. Donc, je faisais partie de leur grain, comme on a l'habitude de dire au Mali. Donc, Mhm. leur groupe en quelque sorte. Et aujourd'hui, vous êtes maman de deux filles âgées de 6 ans et 11 ans. Oui. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous intégrez dans leur éducation la place de l'éducation à la vie relationnelle, affective ou pas du tout? Oui, lorsque ma fille elle a commencé l'école primaire Mhm. et j'ai eu la chance, l'école m'a envoyé des documents à signer Mhm. et il y avait des cours à choisir en termes de religion et je me suis dit la religion, ça va rester dans la famille. Et Mhm. tant qu'on ne choisit pas la religion, il y avait la possibilité de choisir le cours de philosophie et morale. Donc, Mhm. j'ai choisi cours de philosophie et morale et à travers ça, j'ai vu que ma fille déjà, elle sait décortiquer tout ce qui est pub à la télé et tout ce Mhm. qui est harcèlement et tout ce qui est consentement. Mhm. Et en plus, quand mon mari va faire des courses, quand il va avec les enfants, je leur demandais de m'acheter des serviettes hygiéniques. Mhm. Donc, ma fille, depuis qu'elle n'a pas 10 ans, 8 ans, elle sait déjà c'est quoi une serviette hygiénique, à quoi ça sert, parce que je l'avais expliqué, lorsqu'elle va grandir, le sang va couler. Donc, c'est des serviettes qui nous permettent de nous protéger. Mhm. Donc, lorsqu'elles vont acheter les serviettes hygiéniques, elle en parle avec sa fille. Et Mhm. sa petite sœur qui a 6 ans maintenant. Donc, Mhm. elle aussi, elle demande qu'on achète pour elle. Donc, ça fait rire les gens qui se Mhm. trouvent au magasin, qui sont là en train de les regarder, les écouter, parce qu'elle explique vraiment à sa petite sœur. Donc, Mhm. elle dit, oui, papa, maman aussi m'a dit qu'un jour, j'aurais besoin de ça. Donc, Mhm. voilà. Et en plus, avec les consultations du PMS de l'école, Mhm. donc, elle m'apporte des questions dont je réponds avec mes mots. Donc, j'ose pas aller loin, mais je suis à côté d'elle. À chaque fois qu'elle me pose une question, je réponds honnêtement Mhm. avec mes mots pour ne pas lui faire peur. Mhm. Parce que D'accord. déjà, oui, on les a expliqué c'est quoi la puberté. Elle a une brochure avec Mhm. l'organe féminin, tout ce qui est utérus, à l'intérieur de l'utérus, et puis l'organe masculin aussi. Donc, elle sait un peu comment ça se passe. Donc, vous recevez les questions, vous recevez vos enfants et vous Oui, répondez à leurs questions. oui. Et qu'est-ce que, selon vous, a facilité cette mise en place de cette discussion en famille? Qu'est-ce qui, pour vous, a été l'outil, ou en tout cas, quels sont les éléments qui ont fait que ça a été facile de pouvoir aborder avec vos enfants alors que vous n'avez pas reçu euh, une telle éducation? Oui, avec vous, Mariama, j'ai eu la chance de faire la formation et on a appris beaucoup de choses. Et en plus, avec ma formation en interprétariat, Mhm. avec l'humour, c'est le monde des possibles. Donc, Céline de la planning familiale aussi était venue. Mhm. Donc, on a pu poser beaucoup de questions et avec GAMS, beaucoup de conférences que j'ai assistées aussi à Liège.
Mhm, Et petit à petit, les tabous, on a dépassé le stade des tabous. Et puis, mhm, on avait beaucoup d'idées reçues. C'est vrai que j'ai des masters, mais en réalité, on a beaucoup d'idées reçues en termes de décision, en termes de parler de sexe, en termes de mhm, consentement. Donc, mhm, consentement, même, je ne sais pas en Afrique si ça existe ce mot. Parce que là, ça existe en français, mais est-ce qu'en réalité, ça se passe comme ça? Donc, on a pu, avec des étapes, on a pu dépasser ce stade. Et moi, avec mes enfants, c'est mhm, devenu vraiment facile. Mais c'est vrai que l'école aussi a facilité le reste. Parce que mhm, chaque fois, elle m'amène des questions. Même la petite de 6 ans, elle fait mhm, morale et philosophie. mhm, Récemment, elle m'a posé la question, maman, monsieur Axel m'a dit ça. J'ai dit oui, chérie. Monsieur Axel t'a dit ça parce que là, si moi je te fais ça, est-ce que ça te plaît? Il dit non, ça ne me plaît pas. Donc, tu ne dois pas faire ça aux copains ou aux copines. C'est ça qu'on appelle harcèlement. Donc, vous voyez déjà, à 6 ans, elle connaît ça. mhm, Parce que si on ne fait pas ça, je crois que c'est ChatGPT qui va leur expliquer comment ça se passe. Donc, on a mhm, encore la chance. mhm. Super. Et est-ce qu'il y a des sujets que vous estimez que c'est aller à la maison qu'on doit les discuter et d'autres sujets qui devraient être discutés soit à l'école, soit avec des personnes de confiance? Oui. Elles ont confiance. Et puis là, en termes de groupe, elles posent n'importe quelle question. Mhm. C'est la spontanéité. Elles ne réfléchissent pas. Donc, elles répondent, elles demandent, elles posent des questions. Et dans le groupe, il y a une qui peut poser une question où ça peut arranger l'autre. Donc, en réalité, à la maison, ça se complète. Donc, si je comprends ce que vous dites, c'est les deux. On C'est peut. les deux qui vont ensemble. C'est pas Voilà. seulement l'école, c'est les deux qui vont ensemble. Parce qu'à chaque fois que le professeur à l'école n'arrive pas à répondre à une question, cette question est amenée à la famille. Donc, c'est la maman qui répond ou bien c'est le papa qui répond. Mais ça dépend des familles. S'il y a des tabous, peut-être l'enfant ne veut pas oser poser la question. Elle va rester comme ça ou elle va rechercher sur YouTube ou je sais pas, sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous, c'est important que vos Oui, enfants aient un cadre sécurisé pour pouvoir poser leurs questions et de oui, comprendre comment les choses se passent. oui, Ok. Merci, Bintou. oui, merci. Je vais me tourner maintenant vers Fatma Fouad Saïd. Bonjour, Fatmata. Bonjour Mariama. Euh, Merci beaucoup de m'avoir invitée. Mhm, Donc, je suis relais communautaire, je suis de nationalité djiboutienne mhm, et étant aussi élevée en Éthiopie, mhm. je connais les réalités aux alentours de l'Éthiopie, de la Somalie et du Djibouti. D'accord. Donc, voilà. Ben, je vais vous poser à peu près les mêmes questions que Bintou. Est-ce que tu peux nous dire si dans ton éducation familiale, tu as eu une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Donc, c'est vrai que c'est un sujet vraiment tabou à Djibouti et en Afrique, bien sûr. On n'a pas l'habitude de discuter de ces thèmes-là avec nos parents, mais par contre, moi, j'ai reçu cette éducation envers ma mère. Donc, ma mère a été vraiment très, très proche car elle m'a initié à une éducation beaucoup plus émancipée par rapport aux autres familles djiboutiennes. Donc, elle m'a informée au fur et à mesure en tenant compte de mon âge, en partageant des événements, des confidences. C'est-à-dire, c'était juste pour gagner ma confiance et demander encore plus de questions, à ne pas avoir peur. Et voilà, elle ne me jugeait pas et elle me donnait toutes les informations. Et en quelque sorte, c'était une forme de savoir, en fait, de contrôler, de me donner, en fait, cette confiance dont parler. Donc, c'était juste pour elle aussi de savoir, mais de m'ouvrir un peu plus. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, ça vous permet, vous, en tant que personne, de pouvoir échanger ou discuter de ces sujets-là avec vos nièces, vos neveux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que c'est vous qui engagez le sujet ou est-ce que les enfants viennent avec des questions? J'ai en fait
Je préfère d'abord devenir la tata cool par rapport à la maman qui est beaucoup plus stricte et qui encadre le plus souvent. Donc, j'ai préféré avoir les mêmes relations que j'ai eues avec ma mère, avec mes nièces, afin qu'elles puissent venir vers moi sans avoir peur et sans avoir dire que voilà, cette question est un peu plus bizarre, il ne faut pas poser ça à tata. Donc, c'est moi d'abord qui, en premier, aborde ces questions tout en utilisant les codes culturels ou des mots adaptés à leur âge. Donc, c'est vraiment, et ça a été vraiment beaucoup plus important pour elle que pour moi, pour, euh, euh, pour gagner, en fait, instaurer une confiance vraiment absolue à ce qu'elles puissent venir, peut-être deux fois, à l'insu de leur maman, de me poser des questions qui gênent. Donc, moi, je suis de formation infirmière. La première fois, c'était quand elles étaient plus petites, c'était suivre leur santé et prendre en charge en fait les piquets et tout. Donc, elle venait vers moi à chaque fois que j'allais vers elle. Elle disait aujourd'hui c'est pas moi qui est malade, c'est ma petite soeur qui est malade. Ou aujourd'hui je ne suis pas malade, c'est maman qui est malade. Il faut piquer, aller piquer maman. Mais j'ai essayé de changer ces relations là d'infirmière au de patients par, pas par devenir maman, mais vraiment la tata vraiment cool, qui ne juge pas et qui partage les événements de leur vie tout simplement. Et pourquoi prendre cette place auprès de vos nièces et non les parents, les mamans ou les papas de vos nièces ou de vos neveux? Pourquoi c'est pour vous, cette place, elle est importante pour vous? Pourquoi c'est à vous de prendre cette responsabilité? Euh, Étant petite, quand j'ai à l'âge adulte, j'ai perdu ma maman, donc c'est la relation j'ai un peu cultivé avec mes tantes. Donc les mamans ont tendance à vraiment s'impliquer un peu plus dans l'éducation, comme elles ont beaucoup plus de responsabilités. J'ai voulu à mon niveau les décharger un petit peu et vraiment les suivre euh, beaucoup plus. J'ai aimé partager avec elles des moments beaucoup plus confidentiels. Il y a des choses à Djibouti aussi, on ne peut pas partager certains trucs avec les parents. Les enfants ont honte de partager ça ou de demander les questions. Et les parents ont peur d'ouvrir certaines questions parce qu'ils ont peur d'être, en expliquant en fait les questions, en quelque sorte devenir une porte ouverte à d'autres situations qu'ils ne pourront plus contrôler plus tard. Donc, c'est un peu à l'inverse de la réalité. Il fallait que je donne beaucoup plus d'informations, beaucoup plus fines et beaucoup plus compréhensibles à leur niveau pour que, en quelque sorte, puissent se protéger et les protéger à mon niveau aussi. Est-ce que quand vous dites de certains sujets, c'est par rapport à la vie sexuelle? Est-ce que c'est par rapport à l'éducation sexuelle que les enfants viennent vers vous plutôt qu'à leurs parents, ou est-ce que c'est tout ce qui englobe l'éducation à la vie relationnelle et affective? C'est tout ce qui englobe parce que maintenant ma nièce va bientôt avoir, si je donnais un exemple, va bientôt avoir 11 ans, donc j'anticipe avec elle, j'ai anticipé il y a un an à parler avec elle, par exemple, sur les menstruations et par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir à convaincre leur maman à ne pas les exciser, elles sont pas excisées. Donc, j'essaye de parler de l'hygiène intime. Et à un moment donné, dans la conversation quotidienne, je glisse la question, est-ce que tu as un amoureux, par exemple? Est-ce que tu as un amoureux? Est-ce que je peux connaître ton amoureux? J'essaie de devenir amie avec les petits-enfants. Des fois je propose des sorties à ce que ces enfants-là aussi puissent avoir confiance en moi, mais j'essaie en tout cas de parler de leur vie peu à peu, l'hygiène intime, de la menstruation et la vie affective, c'est-à-dire si elles sont amoureuses, elles sont à la vie amoureuse et puis petit à petit j'essaierai au fur et à mesure adapter
les vocabulaires et aller de l'avant. Est-ce que vous avez des nièces ou des neveux un peu plus âgés où vous allez évoquer le sujet de contraception ou de protection pour éviter d'avoir des maladies transmissibles? Euh, j'ai pas eu de neveux qui sont adultes, mais par contre, j'ai été un peu la maman la maman de mes petits frères et sœurs. J'ai perdu ma maman assez tôt, donc je devais éduquer en même temps mes petites sœurs et mes petits frères. Et donc, c'est un peu plus difficile parce que à Djibouti ou en Afrique tout entière, les filles, l'éducation des filles sont confiées à la maman, l'éducation des garçons était confiée au papa. Donc, mon papa étant malade, ne pouvait pas prendre ses responsabilités. Donc, je devais réorienter les garçons parce que c'est beaucoup plus difficile de discuter avec le sexe opposé, vu la culture, vu la religion, et vu aussi que les garçons sont beaucoup plus émancipés que les filles, donc sont beaucoup plus subjects à découvrir encore plus tôt que les filles. Donc, j'ai préféré prendre ces garçons quand ils sont devenus adultes et les amener voir, par exemple, une personne de confiance qui a des moralités religieuses et culturelles. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai essayé d'éduquer mes petits frères et les prévenir quand ils sont devenus encore plus adultes Mhm. à employer les mots exacts. Autant affirmé aussi, je connaissais un peu plus les maladies qu'il peut avoir comme conséquence. Donc, j'ai dû donner tous les termes vraiment tels qu'elles étaient, en expliquant, en prenant le temps d'être franche avec eux quand ils ont voulu se marier. Donc, j'ai dû aussi accompagner euh, ces démarches-là en étant franche, sincère et vraiment à leur côté tout au long de leur relation amoureuse. Merci, Fatma. Je vais me tourner vers Ramatou. Ramatou Baldé, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Tout à fait. Ah, ça va, super. Alors, tu es technologue de laboratoire médical, tu es originaire de Guinée et tu viens d'obtenir ton master en santé publique. Tu as fait un TFE. Est-ce que tu peux nous parler de ce TFE, de son thème et un peu nous parler des résultats que tu as obtenus ou de l'étude que tu as faite? Alors, moi, pour mon mémoire, j'ai choisi de traiter les MGF parce que c'était un sujet qui me tenait énormément à cœur. Et c'est aussi une pratique qui est très répandue au sein de ma communauté. Donc, mon but, c'était de recueillir les perceptions des jeunes femmes guinéennes sur le sujet parce que je pense qu'on est les futures mamans de demain et par nous, en quelque sorte, je pense qu'il y a un changement qui peut s'effectuer et nous impliquer dans la prise de décision est très important. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu orientée vers cette jeune génération pour savoir est-ce que, in fine, c'est une pratique qu'on rejette ou est-ce qu'on l'intègre un peu en essayant de trouver une balance entre ce que notre coutume, notre culture attend de nous et Mhm. finalement en vivant au sein de cette communauté ici en Belgique, enfin, comment on se reforme avec les normes belges et les normes de notre communauté et aussi savoir bah, si c'est quelque chose qu'on comptait totalement bannir et arrêter. Donc, de ce qui en est ressorti des résultats, bah, la majorité des jeunes femmes interrogées étaient contre la pratique. Elles trouvaient que c'était contre euh, la femme qui avait aucune raison thérapeutique à cela et que c'est quelque chose qui devait complètement s'arrêter. Mhm. Et, euh, et alors, bah, elle pense généralement qu'il faut impliquer des figures religieuses pour en parler parce que souvent tout le monde n'est pas éduqué sur le sujet, donc c'est très difficile d'atteindre certains parents. Et l'éducation ne doit pas se faire que sur une génération, mais aussi sur la première génération qui est souvent incitatrice en fait à cette pratique. Mhm. Voilà ce qui en est ressorti de l'étude. Mhm. Alors, pour ce qui en est de la place de discuter de la vie relationnelle et sexuelle, bah, c'est Mhm. très difficile parce que, comme elles le disent, parler des MGF, c'est parler de sexualité. Donc, Mhm.
amener cette conversation avec les parents, bah, c'est très difficile parce que bah, c'est non seulement gênant par rapport à notre culture où c'est très tabou, donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on aborde naturellement avec nos parents, mais au-delà de ça, bah, c'est aborder d'autres choses, aller plus profondément dans la sexualité, mais aussi peut-être remettre en cause euh, le choix de certains parents d'avoir fait subir cette pratique-là à leurs enfants et peut-être reconnaître leur culpabilité et le fait que bah, ils ont commis un tort envers leurs enfants. Donc, c'est un peu difficile de parler de ça. Après, les dynamiques de famille sont très différentes et malgré le fait que beaucoup de familles sont très ouvertes et n'ont aucune difficulté à parler de beaucoup de sujets au sein de leur famille, bah, je pense que quand même, de ce qui en est ressorti, c'est très difficile d'aborder ce sujet-là encore au sein des familles. Le tabou reste présent. Après, bah, peut-être utiliser un jargon différent. Euh, je pense que c'est gênant pour les parents et pour les enfants, dans les deux sens, on va dire. Mhm. Donc, voilà. Oui, alors en parlant de ça, est-ce que vous pensez que il y a une différence entre les personnes qui vous disent que nous, il y avait cet espace en famille de parler de ces sujets-là et les personnes qui vous disaient non, il y a pas du tout, ou est-ce que c'est parce que même si mes parents voulaient amener le sujet, moi, j'ai pas envie de parler de sexualité en famille, j'ai envie de le parler ailleurs. Bah, moi, je pense que bah, de manière générale, c'était de dire bah, je suis quand même plus à l'aise de parler de sexualité avec une personne extérieure ou une personne qui s'y connaît sur le sujet plutôt que ma famille. Parce que ça me met mal à l'aise. Et au niveau de la culture, bah, on sait qu'on ne peut pas utiliser tous les termes. Donc, voilà, on va dire qu'il y a ça, mais je pense aussi le fait que des parents bah, ont envie d'avoir cette proximité-là avec leurs enfants, bah, ça changeait aussi la donne parce qu'il y a des parents qui laissent cette porte ouverte à la discussion et donc du Mhm. coup, bah, qui fait comprendre à l'enfant, bah, si jamais un jour tu as besoin de parler ou un jour tu as des questions, bah, moi je suis ouverte à la conversation, contrairement à certaines familles où on savait très bien que bah, c'est complètement fermé, c'est pas quelque chose qu'on peut aborder, qu'on abordera un jour, peu importe la relation qu'on a avec notre Mhm. mère ou notre père, encore moins, quoi. Mais peu importe la relation d'ouverture qu'on a avec nos parents, bah, c'est pas une conversation qui sera possible. Donc, Mhm. oui, il y a clairement une différence et je pense qu'il y a aussi une différence au niveau de l'éducation des parents sur le sujet et au niveau de leur connaissance sur le sujet. Il y en a qui sont complètement contre, donc ils ont aucune difficulté à en parler avec leurs enfants. Et Mhm. comme elles me le disent, bah, moi, mon père, bah, c'est lui qui m'en a parlé. Il trouve ça malheureux ce qui m'est arrivé parce que bah, il faut le Mhm. savoir que la majorité, j'ai interrogé 15 jeunes filles. Mhm. Sur les 15, la moitié avait subi des MGF et l'autre moitié non. Donc, c'était aussi, comment dire, la richesse de l'étude, c'était voir une diversité des pensées, bah, qu'on les subit ou non. Mhm. Et sur celles qui l'ont subi, bah, toutes, en fait, à part une seule, Mhm. ça avait été initié par un membre de la famille externe. C'était pas la mère ni le père, c'était souvent une tante lointaine, la grand-mère, mais c'était jamais Mhm. par les parents. Donc du Mhm. coup, ouais, bah, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très difficile en fait parce que bah, les parents aussi ont cette pression-là. Donc ça Mhm. implique plein de choses d'en parler et d'avoir cette ouverture-là. Donc, Mhm. ouais, moi, je pense qu'il faut prendre plusieurs éléments en compte. Je sais pas si je m'éloigne un peu, mais si ça Mhm. répond à la question. Ouais, 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 je vois bien le contexte dans lequel vous discutez, mais j'ai envie de vous poser juste une petite dernière question, si vous le bien voulez sûr. bien. C'est, est-ce que vous, en tant que jeune aujourd'hui, issu de cette deuxième, troisième génération, vous avez eu la chance d'avoir cet espace en famille? Oui, moi, franchement, je l'ai eu. Après, je dois avouer que je l'ai un peu fui parce que bah, dans mon éducation, c'est pas quelque chose qui était très commun pour moi. Donc, en parler avec ma maman, par exemple, c'était très gênant, mais j'avais plus de facilité à en parler avec ma sœur. Après, j'avais vraiment cet espace-là où je savais que si j'avais des questions, bah, ma Mhm. maman, elle sera toujours ouverte à en parler. Donc, Mhm. moi, je dirais Dieu merci. Bah, d'un côté, je l'ai eu cet espace. Je l'ai eu de pouvoir poser mes questions. Après, bah, il y avait l'école aussi, le CIPS. On en parlait aussi en bio si on avait des questions. Donc, j'ai découvert énormément de choses par mes pairs déjà, parce que l'éducation se fait aussi énormément dehors, mais aussi par les profs. Et en plus, j'avais cet espace-là où je savais que oui, je pouvais en parler et je pouvais en discuter. Ben, merci beaucoup, Ramatou.
Merci à vous. Euh, alors, je vais me tourner vers Ismatou. Ismatou, bah, bonjour. Ton micro est coupé. Bonjour Mariama, bonjour tout le monde. Ben, toi, tu es originaire de Guinée aussi, en Afrique de l'Ouest. Tu es travailleuse interculturelle au GAMS à Namur. Pour Mhm. ça, des femmes, lors des premiers accueils, donc le premier contact avec le GAMS, ou tu accompagnes certains d'autres lors des suivis psychosociaux-juridiques. Il arrive de traiter des demandes par rapport à comment parler de sexualité avec les enfants. Est-ce que c'est facile de parler de cette éducation à ces femmes? Ben oui, justement, dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion justement de faire une enquête auprès des mamans que je reçois régulièrement en premier accueil à l'antenne de Namur, donc qui sont de différentes cultures, d'ethnies, de pays, autour de l'éducation de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, les unes des autres, j'ai fait une enquête il y a quelques semaines par rapport à mon intervention. Donc, certaines parmi elles, donc je vais me permettre de lire mot à mot de ce qu'elles m'ont confié pour ne pas justement déformer leur dit. Donc, certaines parmi elles disent que la responsabilité des parents est souhaitée face à cette thématique. Mhm, Donc, elles savent quels sont les mots employés selon l'âge de l'enfant, les mhm, codes culturels de l'enfant, pour ne pas choquer ou effrayer l'enfant. Donc, je dirais, elles m'ont donné un exemple, par exemple, en Afrique, ben, en Guinée, par exemple, ben, mhm, à l'approche de l'âge de la puberté des petites filles, mhm, quand elles commencent à dégager des odeurs corporelles, elles mhm, invitent à couper un citron et frotter sous leurs aisselles. Donc, ça, c'est des codes culturels mhm, qu'elles n'ont pas, peut-être que tout le monde ne peut pas quand même connaître, peut-être c'est des différents pays. mhm, Donc, et pendant leur période quand elles souffrent de règles douloureuses, à mhm, ce moment-là, les mamans les épargnent des travaux ménagères mhm, et puis elles prennent bien soin de leurs petites filles en leur faisant boire des infusions naturelles comme des coups de girofle ou du gingembre, etc. mhm, Donc, quand, euh, quand une maman, justement, demande, ça aussi, ça fait partie des codes culturels. Quand une maman demande, par exemple, à sa fille, justement, si on parle de sexualité, là, mhm, c'est d'arrêter de se promener. Donc, d'arrêter de se promener, ça veut dire de faire attention pour ne pas avoir une grossesse non désirée. Ça, c'est lié au code culturel et à la mhm. sexualité. Eh bien, en cas de conflit aussi, les parents aussi conseillent aux enfants, ça c'est aussi des codes culturels, pour ne pas employer des mots comme le mot détester, je te déteste par exemple. Tu peux Mhm. dire, donc elles peuvent dire toujours en cas de conflit ou à leurs enfants, tu peux dire ce que tu fais ne me plaît pas. Et donc, on peut dire que là, c'est qu'on accepte quand même les émotions des enfants, mais dans la manière de les nommer, de parler de ces émotions, il y a le fait que la culture intervient pour dire comment dire ces mots sans, avec des détours, sans dire que je te déteste, je t'apprécie pas, mais que si Mhm. l'enfant peut-être persiste, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant dit à chaque fois, je n'aime pas cette personne, je déteste cette personne. Est-ce que c'est parce que des fois, il peut y avoir des petites choses qui se cachent derrière le fait que l'enfant continue à persister, par exemple, au mot détester? Oui, peut-être que vous savez que l'enfant, la plupart, l'enfant copie. L'enfant, il écoute, même s'il ne le dit pas, il est très petit, mais je me dis que l'enfant, quand exprime quelque chose, c'est que certainement il a vu ailleurs, il a entendu ailleurs. Mhm, Ben, l'enfant toujours répète ce qu'il a entendu durant son enfance ou jusqu'à quand il grandit, mais c'est à nous maintenant, les parents, je dis, mhm, justement, avec nos codes, avec l'éducation qu'on leur donne tous mhm. les jours, essayer justement de leur faire comprendre que ça ou là ne va pas très bien.
Est-ce que ça pourrait aussi être le moyen de savoir si l'enfant vit des violences sexuelles par la personne qu'elle dit détester ou pas? Oui, ça peut arriver parce que justement, devant, justement, les cultures sont différentes, et je dirais même les familles, ils peuvent pas avoir des personnes de même culture, mais qui n'éduquent pas leurs enfants ou qui n'ont pas eu la même éducation. C'est toujours Mhm. l'éducation qui diffère. Par Mhm. exemple, en Guinée, il y a des ethnies où tu trouves beaucoup de violence, où parler de sexualité, ou parler d'excision ou de rapport sexuel, ça ne les gêne pas. Ou Mhm. quand leurs jeunes filles ou jeunes filles qui sont à la maison tombent enceintes, ça leur dit absolument rien. Alors que dans d'autres ethnies, justement, elles préservent leurs enfants pour ne pas justement tomber enceinte, pour que il n'y ait pas qu'on dise elle a été mal élevée. Donc moi, je me Mhm. dis que c'est justement sur l'éducation relationnelle ou sexuelle aux enfants. Tout ça, c'est un sujet tabou qui fait que tout ça vient de nos parents. Par exemple, si tu arrives à être, voilà, tu reçois des attouchements et tout ça, tu ne peux pas en parler parce que ça touche vraiment à tes parties intimes, et c'est Mhm. toujours des propos sexuels, et c'est des sujets tabous qu'on Mhm. n'admet pas, et que l'enfant même comprend qu'on ne parle pas de ça. On ne peut pas vraiment discuter à ce sujet parce qu'on ne va jamais te croire. Même s'ils Mhm. savent pertinemment que ça peut y être, ça peut se faire, mais ils ne le font pas. Ok. Et est-ce que pour vous, en tant que personne concernée et que vous avez aussi une telle éducation, est-ce que c'est facile aussi d'en parler à vos enfants, à vous? Ou est-ce que c'est avec les femmes, vous pouvez le faire, mais que vous avez du mal auprès de votre fille ou de votre fils? Alors, justement, dans voilà, mon travail au GAMS, où j'ai appris justement à parler de ces thématiques, que ce soit l'excision, que ce soit, en tout cas, si on me demande des conseils, je le Mhm. parle aisément parce que je porte la casquette d'une travailleuse interculturelle. Et je sais que je leur apporte justement de mon expérience de vie. Les apporte aussi d'une expérience professionnelle surtout, Mhm. hein, et elles écoutent beaucoup. Donc, le partage se passe très bien. Et justement, j'ai une fille justement qui est venue en Belgique à l'âge de 13 ans également, et que j'ai appris justement à ouvrir un dialogue entre nous, pas de tabou sur certains trucs, mais je me dis que euh, malgré tout, j'ai quand même quelques réticences par rapport à la sexualité. Donc, je Mhm. laisse justement une porte ouverte, je laisse un cadre. Si Mhm. ma fille veut en parler, je ne trouve pas d'inconvénient, mais je laisse vraiment la confiance. Je lui fais confiance, donc elle le sait. Donc moi, je pense que le jour où elle pourra venir me dire, maman, j'ai eu ça, je pense que le moment là n'est pas encore là. Mhm. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de sexualité avec elle, même pour lui demander si elle a un copain, est-ce qu'elle a commencé à faire les affaires, est-ce qu'elle a commencé à avoir des rapports sexuels. Et même quand on a été un jour chez notre gynécologue commune, donc je parle souvent avec elle, je suis souvent là, mais quand elle a été à l'université, et la gynécologue, le médecin nous dit, ah ben, Kadiatou est à l'université, mais non, ben, tu vas prendre les pilules, les préservatifs et tout ça. Donc voilà, elle me dit, mais non, ma maman peut toujours être là, je n'ai rien à lui cacher. Donc ben voilà. Donc je laisse vraiment la confiance qui s'est installée entre nous puisse agir, et voilà. Le jour qu'elle m'apprendra autre chose, ben, je pense que j'ai tous les outils à faire face par rapport à ma profession, à mon statut au GAMS, et avec tout ce que je fais, je pense que je serai capable vraiment d'entamer une discussion, un échange par rapport à la vie affective et sexuelle, relationnelle aussi.
Est-ce que vous avez eu parmi les femmes avec lesquelles vous avez discuté ou des femmes qui disaient nous, non, 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 nous, ou les VRAS, non, c'est impossible, on ne devrait pas le donner à l'école, que c'est aux parents ou pas du tout, c'est un sujet qu'on ne devrait pas aborder à l'école. Est-ce il y a des sujets qu'ils ont dit non, ils ne veulent pas que ça soit abordé à l'école, que ce soit chez les parents ou pas du tout? Oui, d'autres femmes, justement, dans le cadre de mon enquête, d'autres femmes m'ont conseillé que ni les parents ni l'école doivent aborder le sujet avec lesquels les enfants préfèrent, euh, plutôt donc les femmes disent que elles conseillent que ni les parents ni l'école doivent aborder le sujet avec les enfants. Elles préfèrent que l'enfant se forge tout seul. Et elle me dit, de toute façon, ils abordent aisément ce sujet-là entre eux à l'école qu'avec leurs parents. Tu veux parler du sujet de la sexualité? Ou- Oui, de la sexualité, de tout ce qui peut justement amener à tout ce qui est intime. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec, à l'école, avec leurs amis, avec leurs copains que les parents, de toute façon. C'est que la Non, femme mais m'a- donc, pour ces parents qui disent ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est parce que dans leur cadre de référence à elles ou à eux qui n'ont pas reçu cette place de parler de vie relationnelle affective en famille qui fait qu'ils pensent que comme eux ils se sont forgés toutes seules, que leurs enfants doivent se forger toutes seules. Parce qu'on a vu ici avec Bintou qui dit, moi j'ai pas vraiment eu reçu une éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle auprès de mes parents parce qu'ils n'étaient pas là. J'ai appris dans le tas, mais aujourd'hui je trouve que c'est important pour moi de pouvoir le faire pour mes enfants. Moi, je dirais que c'est tout simplement de l'ignorance et une Mhm, manque d'éducation, justement, mhm, envers ces parents-là. Parce que quand on parle donc, de génération, justement, par exemple, par rapport à Ramatoulaye, qui a grandi ici, par exemple, et que mhm. moi, par exemple, moi, j'ai grandi en Guinée, j'ai fait toute ma vie en Afrique. Donc, certainement, on voit les choses différemment et que justement les parents de Ramatou vivent en Belgique et que ben voilà, elles ignorent certaines choses, même si elles ne veulent pas. Elles peuvent s'informer en sourdine sur certains sujets, mais pas Mhm. voilà, devant leur fille. Mais moi, je dirais que c'est juste de l'ignorance. Mhm. Donc, vous dites que si je comprends dans ce que vous dites, que si ces parents sont assez informés de ce qu'est l'EVRA, ce serait possible de l'inculquer aussi en famille, de donner cet espace pour compléter ce qui est dit à l'école ou pas du tout. Moi, je me dis que actuellement, le monde évolue avec les réseaux, avec l'Internet, avec tout ce qu'on entend et on voit, et que c'est un sujet nouveau que nous-mêmes, on a commencé à en parler il n'y a pas longtemps. Moi, je pense que il faut Attends, c'est le essayer. sujet qui est nouveau là, ou c'est l'appellation EVRAS qui est nouvelle? L'appellation qui est une appellation qui est nouvelle. Moi, je Mhm. me dis que le sujet même relationnel entre parents et enfants commence très tôt à bas âge par des codes, même si elles n'ont pas été distinguées. Mhm. Mais ces relations-là existent déjà entre les enfants et leurs parents. Et moi, je pense même que c'est structuré. Par Mhm. exemple, si un garçon, on me dit que par exemple, dans une famille, il y a le papa qui meurt, c'est Mhm. automatiquement le parent paternel le plus proche qui Mhm. peut vraiment assurer l'éducation de l'enfant, hein, Mhm. le faire entrer à l'école, l'initier, etc., etc. Donc, moi, je me dis qu'il y a toujours, c'est l'appellation qu'on ne sait pas, que c'est l'appellation, c'est ce que je dis, il y a l'ignorance. Mais Mhm. maintenant que l'EVRAST est intégré justement dans les écoles, les établissements, etc. Et qu'on en parle. Et puis, voilà, par exemple, notre atelier, je pense qu'il Mhm. est beaucoup plus facile justement de faire comprendre, comme nous, comme moi, dans ma casquette de travail interculturel, d'en parler très souvent dans mes activités pour que Mhm. les gens ne stigmatisent pas justement cette appellation pour dire oui, on parle de sexe, on parle de ci, alors que non, c'est Mhm. comment s'outiller, comment est-ce qu'il faut faire, si tu as besoin d'en parler avec ta fille, par exemple,
tu es gêné, qu'est-ce qu'il faut faire, quel outil il faut avoir, quel professionnel il faut aller voir. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose de ces ateliers d'Evrast. Oui. Donc, en résumé, c'est que jusqu'ici, l'aspect de la vie relationnelle et affective a toujours existé au sein des communautés et que certains aspects de la sexualité sont abordés, d'autres non. Donc, par rapport à la vie sexuelle, on n'en parle pas, mais tout ce qui peut tourner autour, donc l'excision des femmes peut aborder, même si on ne l'aborde pas d'une manière plus compréhensible pour l'enfant parce que c'est beaucoup plus des messages codés qui sont utilisés, mais aussi c'est que avant de comprendre ça, avant d'essayer de comprendre c'est quoi Evras, les gens étaient beaucoup plus dans non, c'est pas ça, mais qu'il y a des parents aujourd'hui qui apprennent à connaître c'est quoi Evras et qui se disent c'est important que l'école maintienne ça et qui donne cet espace aux enfants aussi à l'école et que eux pourraient compléter à la maison. Oui, oui, moi je dirais qu'il y a eu une compréhension, je pense qu'au début, même peut-être que je peux prendre moi mon exemple parce que j'avais eu un moment, ça a été un boom dans les infos actuelles en Belgique. Mais c'est maintenant que je comprends, et voilà, quand il y a eu justement les séries voilà, de formations comme ça autour de l'Evrast, et que moi-même j'ai été me former en dehors du GAMS, que j'ai compris que c'était vraiment un outil qui était nécessaire pour les parents, pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Donc, Donc, et même, c'est même avec des codes culturels, parce qu'on ne peut pas vraiment oublier le code culturel. Par exemple, je peux donner l'exemple de lorsqu'un petit garçon, à l'âge de la puberté, fait des éjaculations nocturnes généralement, il sait que cela, il sait que cela, il sait ce que cela signifie grâce à l'école, aux amis et aux réseaux sociaux. Ça, c'est par exemple un exemple où, par exemple, il y a aussi quand l'enfant aussi grandit, et les parents surveillent son hygiène, l'inviter à se raser les aisselles, à utiliser des déodorants pour sentir bon, etc. Et tout cela dépend des familles et du milieu social où il vit. Et moi, je me dis toujours que même l'école est un milieu social de l'enfant parce que là, il y va tous les jours, il a juste 2 mois de vacances. Et moi, j'encourage vraiment à ce qu'on cet espace soit donné aux enfants pour qu'ils puissent, même si elles ne peuvent pas en parler avec leurs enfants, qu'ils puissent, parce qu'ils écoutent mieux, ils sont mieux à l'école avec leurs amis, etc. Il n'y a pas de gêne, donc c'est une bonne chose d'intégrer cette éducation. est-ce qu'on peut aussi dire que le milieu même où évolue l'enfant est important? Est-ce que c'est Exactement. dans la sphère familiale, mais aussi le contexte, l'environnement? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est dans les villages? Donc, comment on est de plus en plus exposé, ou en tout cas la chance, je dirais que ça comme ça, d'avoir cet espace beaucoup plus si on est avec des parents qui ont été à l'école ou alors des parents qui sont peut-être plus ouverts parce qu'ils ont vécu d'autres choses qui permettent de comprendre qu'il faut donner cet espace aux enfants que quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient pas d'une zone urbaine, mais plutôt d'une zone rurale qui arrive ici et qu'ils savent pas que c'est quelque chose qu'on a mis en place à l'école, comment ces parents peuvent, euh, euh, quels défis ces parents peuvent se retrouver, avec quels outils on pourrait les aider à pouvoir comprendre ça et accepter ça et le permettre aussi en famille. Mais je dirais, par exemple, je dirais les enfants qui ont grandi dans les grandes agglomérations, dans les villes, sont moins exposés justement à cette ignorance et un manque d'information. Par exemple, en ville, ils voient tout, ils comprennent tout. Il y a la télévision, il y a les activités, il y a le sport. Alors qu'au village,
il y a pas assez d'activités, si c'est pas aller au champ, il n'y a pas de courage. Donc, les enfants ne s'informent pas. Donc, en ville, je dirais que les filles ont beaucoup d'outils pour ne pas, si tu veux, avoir des grossesses précoces, par exemple, tomber Mhm. enceinte. Hein? Donc, elles savent aller, même il y a des plannings familiaux où elles peuvent aller avec une copine, avec une tante, pour aller s'informer, prendre des pilules, ou bien voilà, prévenir tout ça. Par contre, si tu es dans un milieu rural avec des parents pas éduqués, des parents qui ont des traditionnels, tu ne peux pas, je dirais que tu ne peux pas échapper à certaines choses. Tu peux pas échapper, si tu veux, à tomber enceinte ou bien à aller te mettre dans une situation où, voilà, qui va te créer des problèmes ou à aller te mettre à boire parce qu'il faut se cacher. Ils n'ont pas une personne de référence où ils pourront aller dire, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Donc, la ville, l'éducation de la ville et l'éducation du village a quand même une grande, voilà, il y a des inconvénients justement je dirais pas pour ceux qui vivent en ville, mais la ville aussi a ses inconvénients. Mais est-ce que vous direz aussi le fait qu'aussi de toutes ces expositions, des fois, ça peut être des expositions qui ne sont pas justes, parce que quand vous dites dans la ville, on voit tout, on voit la télé, on voit des affiches, mais qui sont des fois des publicités assez hypersexualisées. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une influence négative par rapport aux zones urbaines où ils voient tout ça, mais que c'est l'une des raisons aussi qu'on essaie de mettre un cadre où on peut euh, remettre en question c'est que la télé nous montre, c'est que les médias nous montrent, c'est que les réseaux sociaux nous montrent, parce que c'est pas toujours la réalité aussi que les jeunes perçoivent, parce que voilà, je vois une image, je l'interprète comme je le souhaite. Donc, avoir cet espace permet de déconstruire ça, de remettre les vérités. Mm. Oui, oui, moi je dirais que oui, parce que par exemple, quand on parle des médias et tout ça, c'est pas tout le temps, ils ne nous donnent pas souvent, ils instrumentalisent. Ils instrumentalisent toujours quand il y a un sujet, quand il y a... donc, si tu te mets, tu te focalises sûrement sur les médias, quelque part, il y a un inconvénient dans ce que, par exemple, actuellement, j'entends que dans les écoles, justement, il y a d'autres écoles en France ou en Belgique même, ils vont instaurer que l'enfant n'utilise pas son smartphone à l'école parce qu'il est déconcentré, il voit beaucoup de choses, des trucs négatifs sur TikTok, etc. Donc, moi, je dirais que quelque part, il y a aussi des inconvénients. Et on trouve que les enfants qui ne sont pas très informés par rapport à avoir une tablette, mon père m'a acheté, mes parents m'ont acheté une tablette ou une Xbox pour que je puisse jouer et tout ça, ça a des inconvénients quelque part. Donc, les gens le réalisent et je pense que, voilà, nous tous, nous savons que quelque part, quand il y a trop d'informations par rapport à Internet, ça aussi, ça désocialise l'enfant. Donc, nous risquons justement de voir être avec un enfant dans la maison, même quand il le retire tout, il peut ne pas, tu peux pas échanger avec lui, tu peux pas, si tu veux continuer à lui donner une bonne éducation ou même, voilà, donner ce qu'il faut qu'il sache, parce que pour lui, quand il regarde son smartphone, c'est mieux, les informations, même il va sur les réseaux, même quand tu lui dis bonjour Diarama, il va demander, il va regarder c'est quoi la traduction, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, moi, je dirais qu'il y a des inconvénients, il y a aussi Des avantages. des avantages, que ce soit en ville, que ce soit voilà, dans les villages. Merci beaucoup, Ismatou. J'ai envie de poser une question générale à vous quatre. Selon vous, quels sont les besoins que les parents ont, devraient avoir pour être mieux outillés, pour pouvoir donner plus d'espace à l'éducation, à la vie sexuelle en famille, à la vie relationnelle, à la vie affective? Euh,
Moi, je dirais s'outiller à parler, justement, aller auprès des professionnels. Mais Ramatou, je te laisse. Ramatou, là, je te laisse répondre à cette Ah, question. moi, je trouve que enfin, je sais pas par où commencer parce qu'est-ce que je parle en tant que jeune fille, ce que j'aurais aimé recevoir comme info. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fui la conversation avec ma maman pour certains sujets, mais je pense que je préfère avoir l'information de mes parents plutôt que Mhm. dehors. Parce que dehors, l'information vient de manière très vraque, non filtrée, et Mhm. je n'ai pas assez d'outils et de connaissances pour savoir, moi, comment prendre ces infos-là et les Mhm. traiter. Donc, je pense que éduquer les parents en premier sur Mhm. énormément de sujets, que ce soit au niveau relationnel ou sexuel, Mhm. bah, ça fera la différence en fait pour l'enfant parce Mhm. que, comme Fatoumata Bintou, elle disait tout à l'heure, bah, ces enfants, vu Mhm. qu'elle a des connaissances, s'ils viennent lui poser des questions, maman, ça veut dire quoi? J'ai entendu ça, est-ce que c'est choquant? Bah, Mhm. ils ont cette possibilité, elle a cette possibilité-là d'expliquer, oui, ça c'est OK, non, ça on peut pas faire, mais avec des mots que l'enfant comprend et comme on parlait de codes, avec des codes que l'enfant peut percevoir selon son âge, la culture et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est déjà éduquer, parce qu'on parle d'éduquer l'enfant à l'école, Mhm. mais si Mhm. le parent n'a aucune connaissance, comment aborder ce sujet-là finalement à la maison? Parce que moi, j'ai ma culture, je connais mes parents, comment ils sont, il y a des tabous, ils ont certaines limites. Je vais aller à Mhm. l'école, je vais apprendre plein de choses. Eh ben, Mhm. j'ai envie d'en parler parce que si l'enfant, il est comme ça. On entend quelque chose, on a Mhm. envie d'en discuter, on a envie de le partager. Ah Mhm. bah, je viens, je me confronte à un mur où le parent il me dit non, on ne parle pas de ça. Et Mhm. même lui-même, moi je pense que quand j'étais petite, même si j'avais entendu plein de choses, même Mhm. si j'avais cette aisance-là de parler avec ma mère, je pense que j'aurais quand même eu des limites parce que je me serais dit, qu'est-ce qu'elle en pense elle? Est-ce qu'elle Mhm. pense que bah, j'ai envie d'avoir ces infos pour les utiliser en fait à mes fins? Parce que Mhm. peut-être oui, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, j'ai envie d'avoir un petit copain. En fait, il y aura toujours ce truc dans ma tête où je me dirais, peut-être qu'elle pense que j'ai pas des bonnes intentions, alors que moi, en Mhm. tant qu'enfant, je veux juste comprendre Mhm. et me renseigner. Donc, je pense que bah, la patience, ça s'apprend pas. Mais bon, les parents peuvent, comment dire, je pense que s'ils sont éduqués, ils ont des outils. Après, Mhm. chaque famille est différente, comme Mhm. on l'a déjà dit, la dynamique est différente, la place à parler de tout ce qui est vie relationnelle et sexuelle est différente. Donc, de Mhm. suite, il y a cet aspect-là qui va jouer énormément. Mais je pense que si le parent aussi est outillé et éduqué sur le sujet, bah, ça fera la différence parce qu'il saura guider l'enfant, il saura lui expliquer les choses et il saura, on va dire, dédramatiser certains sujets. Moi, personnellement, énormément de choses, je l'ai appris dehors. Énormément de Mhm. choses, je l'ai entendu par mes pères, les Mhm. explications. Et maintenant, je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est même pire parce que les enfants en savent beaucoup trop par rapport à leur âge. Surtout Mhm. si, comme Janisma te disait, s'il n'y a pas ce truc Mhm. de je ne donne pas des tablettes très tôt à mes enfants, je ne donne Mhm. pas de téléphone, ou alors je filtre ce qu'ils peuvent voir sur YouTube ou les réseaux. Bah, ils ont accès à une information mais tellement large, comment dire, discutée par des adultes qui n'ont aucune connaissance dessus parfois. Donc, même là, en fait, je pense que même pour ma génération, c'est Mhm. choquant parce que parfois, je ne sais même pas comment expliquer à mes nièces Mhm. certains sujets. Elles viennent, elles me posent des questions qui peuvent être, bah, pour nous, choquants, mais Mhm. tu dois quand même trouver les outils pour expliquer, pas lui montrer que c'est choquant, mais lui faire comprendre d'une manière OK que c'est Mhm. OK d'en parler. Parce que je Mhm. pense aussi, couper le débat, ça serait frustrer l'enfant et lui dire, moi, on ne peut pas en parler. Donc, si jamais quelque chose de mal lui arrive ou qu'il Mhm. subit une violence ou que quelqu'un dans l'entourage subit une violence, il ne le dira pas parce qu'il sait que c'est le sujet interdit à la maison, c'est le sujet tabou. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte, mais c'est vraiment expliquer aux parents que peut-être vous n'avez pas envie d'en parler, mais laissez cette place à votre enfant d'en parler, d'en discuter, de ne Mhm. pas créer cette peur chez l'enfant de Mhm. parler de tout ce qui est vie relationnelle et sexuelle et aussi Mhm. les éduquer sur le sujet parce que je pense que même moi, dans le cadre de mon travail, quand on a entendu parler de l'EVRAS, beaucoup de parents étaient choqués, beaucoup de mes collègues disaient, ah non, maman, c'est hors de question que j'accepte que mon enfant Mhm. participe à ce cours parce que voilà, on avait des idées reçues, on ne savait pas concrètement ce que ça voulait dire. Et je pense Mhm. que beaucoup d'entre nous, par la suite, par l'éducation, de Mhm. savoir qu'est-ce que c'est les VRAS, qu'est-ce que c'est de discuter de ces sujets-là, bah, c'est tellement large au final bah, Mhm. que ça a dédramatisé la chose et ça a permis à beaucoup bah, d'accepter d'aborder le sujet et d'en parler.
Mm. Voilà. Merci beaucoup, Ramatou. Fatoumata Bintou, qu'est-ce que toi, tu aurais besoin pour mieux t'outiller? Moi, je prends mon exemple. Mm, Déjà, je suis excisée, donc j'ai déjà expliqué ça. mm, Et c'est quoi l'excision? mm, C'est quoi leur corps? Le mm, consentement, le toucher. mm, Comme disait Ramatou, je les ai dit, personne ne doit vous toucher, même pour changer la couche lorsqu'elles étaient au maternel. mm, Donc, si quelqu'un touche ici seulement, ça appartient qu'à vous. Personne ne doit le toucher. Vous devez dire à maman. Et si ça se passe à l'école, il faut informer le professeur. mm, Donc, là, il faut jamais oublier. Ça, je les ai initiés depuis à la maternelle. Et lorsqu'elle grandit au fur et à mesure, l'harcèlement, parce que moi-même, j'ai subi le harcèlement, donc je les explique. Ça a été difficile pour maman. Elle a dû changer beaucoup de fois le numéro de téléphone et il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait plus. Donc, il ne faut pas que ça vous arrive. Et là, je les ai expliqué ces étapes. En plus, quand on va pour l'attestation, le gynéco même, elle est étonnée quand déjà mes filles, elles connaissent clitoris. Ça lui mm, fait rire. Elle me mm, dit, mais il y a beaucoup de mamans qui viennent ici, les enfants ne savent même pas pourquoi elles sont là. Je dis, non, c'est pas le même cas que chez moi. J'ai dit, je suis relais GAMS. Et mm, là, elle a commencé à rire. Elle dit, vraiment, je comprends maintenant. Donc, voilà, moi, j'ai pas de tabou. mm, Tout ce que j'ai eu à apprendre chez GAMS et à travers ma formation d'interprète, c'est vrai que moi, j'ai pas reçu des formations en termes médical. Tout le temps, mm, c'était la finance. mm, Mais tout ce que j'ai appris avec vous, Mariama, et tout ce que j'ai appris avec Céline au monde des possibles, il y mm, avait une partie où les plannings familiales sont venus et tout ce qui est contraception, tout ce qui est violence sexuelle, on a appris beaucoup de choses. Donc, à mm, travers ça, j'ai des outils pour bien parler avec les enfants. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. mm. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Fatma, est-ce que toi aussi tu as des besoins ou tu penses être assez outillé pour le moment? Euh, En fait, à travers l'éducation que j'ai reçue, il fallait que les parents puissent forger en fait une confiance avec leurs enfants, une confiance qui est transparente et une patience vraiment, donner la place, comme Ramatou tout à l'heure l'avait dit, donner une place vraiment très importante à leurs paroles et à les écouter, à leur donner de l'importance à ce qu'ils disent. Et puis, il faut aussi que moi, je suis qu'une tante, qu'une tata, donc il faudrait que la maman ou les parents puissent déléguer un peu de leur rôle aux proches, c'est-à-dire aux tantes et aux tontons, parce que nous sommes issus d'une famille africaine où l'éducation, ça se passe en famille, en société. Et donc, c'est vraiment très important de déléguer un peu cette tâche-là aux personnes qui sont vraiment formées. Donc, moi, ça m'a vraiment facilité cette conversation avec mes neveux, avec mes frères et sœurs, parce qu'avant de donner avant de donner des conseils ou d'écouter les enfants, il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs avant. Donc, ça a un peu facilité ma conversation avec les personnes, avec les enfants. Donc, je disais qu'il faut que les parents délèguent euh, leur responsabilité un peu à ces personnes. Et puis, il y avait aussi que des livres et des vidéos. Moi, je fais de la génération qui n'ont pas bénéficié de téléphone, où on m'a toujours interdit de regarder à la télé. Il fallait que j'étudie, il fallait que je sois à un certain niveau. Donc, même mes nièces, maintenant, elles ont aucun téléphone. Je leur ai donné aucun téléphone. La maman n'a donné aucun téléphone. Au contraire, on leur a donné des petits livres et elles ont leur propre bibliothèque. Et puis, on leur laisse regarder des fois, je ne sais pas, en Afrique, il y en a, en tout cas à Djibouti, il y en a ces vidéos, ces reportages qui est C'est pas sorcier, qui est vraiment des reportages vraiment éducatifs. Donc, on a beaucoup regardé. Donc, j'essaye de déléguer en fait un peu ce que l'héritage de cette formation que ma mère avait donnée à travers mes nièces. Donc, voilà, je dirais que voilà, les parents
vraiment s'investir beaucoup sur ce côté-là, vraiment, vraiment très tôt, et forger une confiance vraiment de fer pour pouvoir cadrer les enfants selon leurs besoins et adapter les informations à leur âge, en fait. Merci beaucoup, Fatma. Ben, je vais ouvrir la discussion aux participantes. Si vous avez des questions à poser à nos intervenantes, le micro est à vous. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez là? Parce que moi, du coup, je vous entends plus, Mariama. Je ne sais pas Euh, pourquoi. Ah. Est-ce Euh, que les autres m'entendent? C'est bon? oui, oui, c'est bon. Voilà. En fait, moi, j'ai une des questions. Je vois pas bien les noms, désolé. Il y a Ismatou, Voilà, Fatouma. Ismatou disait que c'était bien qu'on laisse les parents Mhm, parler d'Evras avec leurs enfants. mhm, Je suis tout à fait d'accord, mais je me rends compte, donc moi je suis infirmière dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, oui, et je me rends compte que beaucoup de femmes, mhm, et probablement des papas aussi, je ne sais pas, mais beaucoup de femmes mhm, euh, n'ont pas toutes les connaissances ou ont des croyances erronées. Par exemple, hier, il y avait le planning familial qui est venu faire une animation mhm, dans mon centre, et j'entendais une résidente qui pensait que lorsque lorsqu'une personne n'avait plus de clitoris, lors de mhm. l'accouchement, que le bébé allait venir beaucoup plus vite. Et donc Oh, ça, ce sont des fausses croyances, mais je me demande, moi, de quel droit mhm, est-ce que je vais pouvoir euh, juger si ce que les parents connaissent ou pas de l'EVRAS, pour mhm, voir ce que moi, je dois leur enseigner ou... mhm. Comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à Qui fait. je suis pour m'insérer dans cette bulle familiale. Donc, à part poser la question, Mhm. mais je suppose qu'elle va pas me dire oui, je sais tout si elle ne sait rien ou vice-versa. Je sais pas très bien. Alors, Ismatou. moi, je dirais, d'abord, je vais demander, est-ce que cette femme, elle vient de quel pays? Est-ce que cette femme, elle est venue au GAMS? Et Euh, ah, il y a combien de temps qu'elle est là? Parce que, en général, les femmes qu'on reçoit au GAMS, la plupart qui viennent des centres de demandeurs d'asile, ouais. reçoivent justement les assistantes sociales Mhm. nous font parvenir justement si les femmes viennent des pays où on pratique l'excision pour leur prendre un rendez-vous de premier accueil que je viens d'énumérer ici, Ouais, ouais. qu'on puisse parler aisément, pas obligé pour qu'on puisse leur présenter le GAMS, qu'est-ce que le GAMS fait, c'est quoi le GAMS. Et d'ailleurs, Mhm. actuellement, nous faisons des sensibilisations justement avant que on fait des sensibilisations dans les centres pour parler de tout ça. Donc, Oui, oui, je cette sais. femme n'est pas venue au Euh, GAMS, donc je- elle peut avoir ouais, des idées comme ça, je ouais. dirais. Je vous avoue que je n'ai pas la liste en tête de toutes les femmes de notre centre et desquelles sont déjà venues chez vous et lesquelles sont encore en attente, mais ma collègue assistante sociale et moi, on a des antennes en fonction des pays. Et moi, systématiquement, je pose la question lors de l'intake. Mhm. Ouais. Mais oui, ouais. Donc, moi, je vous suggère Mhm. aussitôt si vous pouvez nous faire parvenir une demande voilà, d'un premier accueil. Et Ouais. comme ça, je pourrais justement faire parler avec la dame en toute simplicité Mhm. et justement lui parler du GAMS, parler de l'excision ou de l'infibulation ou de tout ce qu'on fait ici. Comme ça, elle sera beaucoup plus et des stigmatisations, parce que ça, c'est dans tous les pays, dans toutes les ethnies où les femmes subissent des excisions, elles ont toujours des préjugés. Ouais, Donc, des croyances. Des des croyances. croyances. Donc, si elles viennent à un premier accueil au GAMS, je ne dirais pas que c'est à 100%, ça sera clair dans sa tête par rapport à cette, voilà, que si on accouche facilement si on n'a pas de clitoris. Donc, nous, on pourra Déconstruire.
OK, merci. Donc, c'est important que de réorienter les personnes vers le GAMS. Comme ça, non seulement on fait ce premier accueil, on va les inviter aux activités du GAMS. Et c'est avec ça, petit à petit, elles vont faire la déconstruction des idées reçues et de mieux comprendre en fait la problématique et ses conséquences. Ouais, On a souvent aussi ça par des personnes qui, avec des signalements où on se rend compte, c'est parce que la femme n'est pas vraiment informée des conséquences sur l'excision. ouais, Donc, c'est important qu'elle puisse comprendre les conséquences, qu'elle puisse faire des liens de problèmes de santé sexuelle à l'excision. Et en ce moment, elle va commencer à déconstruire et mieux comprendre comment dirais-je, les problématiques, mais aussi donc, le pourquoi il faut arrêter, en fait. ouais. OK, merci. Merci à vous. D'autres questions? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, ma question ne s'adresse pas particulièrement à une intervenante, hein. Bref, c'est à toutes les intervenantes. Moi, je Oui. voudrais savoir, je ne fais qu'entendre la maman, la maman, la maman. Mais Mhm. qu'est-ce qui est mis en place pour que les hommes et les papas soient impliqués dans la sensibilisation et dans l'éducation vis-à-vis de leurs enfants, filles particulièrement, en fait, quand on sait que généralement, les jeunes filles issues de ces communautés, Mhm. il y a beaucoup plus la notion de soumission de la femme à son mari. C'est le mari qui prend toujours qui prend toujours la dernière décision. La femme se réfère toujours au mari avant de faire quoi que ce soit Mhm. concernant que ce soit l'éducation des enfants ou toute autre chose dans la famille. Je voudrais savoir en fait qu'est-ce qui est mis en place pour impliquer les hommes, les papas, les Mhm. sensibiliser à ça et Mhm. est-ce qu'il y a eu une étude par rapport à leur avis, par rapport à ça aussi, en fait? C'est ma question. Par rapport à l'EVRAS ou à l'excision? Les deux. Ah, Bah, par rapport à l'excision, il me semble qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment ici en Belgique avec Men Speak Out. oui. C'était vraiment de savoir quelle place ils jouaient, ce qu'ils en Mhm. pensaient aussi et comment en fait on pouvait les impliquer mieux dans les prises de décision. Mhm. Bah, comme vous l'avez dit, on est quand même la plupart du temps dans des sociétés assez patriarcales et où on sait que le papa a une place importante à jouer. Bah, le problème, il se pose où? C'est que beaucoup pensent, même beaucoup d'hommes pensent que c'est une affaire de femmes. Donc finalement, Mhm. pourquoi m'en mêler? Mhm. Et je pense que quand même, la plupart des hommes, la première fois qu'ils sont sensibilisés à ça ou ils en parlent, c'est justement quand ils se marient avec des femmes qui ont été excisées. Mhm. Ils se confrontent aux problèmes qu'elle a et finalement, ils s'ouvrent à la parole. Je sais qu'au GAMS, il y a eu des ateliers ou peut-être des sortes comment dire, ouverts à la conversation pour que les hommes viennent témoigner et en parler. Donc, je pense qu'il y a quand même une place. Mais dépendant des régions, je pense qu'il y a la religion aussi qui joue beaucoup de Mhm. place où les hommes ont du mal à parler de ce sujet-là parce que bah, ils ne voient pas l'intérêt déjà parce que ça ne les touche pas directement. Et enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez complexe, mais je sais qu'il y a de plus en plus de parents qui sont impliqués parce que la pratique dans de nombreux pays a été médicalisée. Donc, du coup, les parents se disent, OK, je sais que j'ai cette appartenance-là à ma culture, donc je dois quand même faire subir ça à mon enfant pour pas qu'on dise, bah, si l'enfant tourne mal, c'est parce que les enfants n'ont pas, enfin, les parents n'ont pas fait leur boulot. Donc, on médicalise la chose, mais il y a aussi beaucoup de papas qui protègent parce que j'ai entendu énormément de témoignages où, en fait, ils amènent l'enfant chez un médecin. On coupe juste un peu, en fait, on coupe même pas le clitoris, mais juste un peu faire mal en quelque sorte au niveau de l'organe génital sexuel de la femme. Finalement, on dit oui à tout le monde qu'elle a été excisée alors qu'elle l'a pas été. Donc, je pense que il y a de plus en plus de papas qui s'impliquent. Après, tout dépend de où. Parce que je pense que ici, la majorité des pères, même des hommes, même celles que j'ai interrogées, leur père était complètement contre et il disait, je menace toute personne qui touche à mon enfant. Donc, si un jour j'apprends que l'un de vous a touché à mon enfant, vous aurez affaire à moi. Donc, je pense que tout dépend de où est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on en parle, parce que c'est quand même une pratique qui est fort normalisée dans plusieurs pays. Donc, du coup, le papa, il se sent même pas à participer. Et il faut savoir aussi que dans beaucoup de pays, c'est les femmes aussi qui
parce que la mère, elle a cette responsabilité-là de l'éducation de l'enfant, de si l'enfant tourne mal, on viendra toujours toquer à sa porte parce que c'est elle qui a mal éduqué son enfant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui poussent à cette pratique-là. Donc, qu'est-ce qui est mis en place pour que les hommes participent? Je pense que c'est surtout quelle est la volonté des hommes à participer parce que ben, on connaît de plus en plus, ben, tout le monde est au courant de la pratique. Tout le monde sait que les papas peuvent jouer un rôle, mais pourtant, ils ne s'avancent pas. Donc, c'est quelle est aussi leur volonté en fait à participer. Je vais laisser celle du GAMS peut-être qui ont organisé des choses en parler. Alors, moi, je vais aussi rajouter justement pour la question. Moi, je reçois depuis un certain moment des couples qui viennent. Donc, quand on parle de Men's Speak Out, donc le GAMS a mis en place justement euh, pour justement Les sensibiliser ateliers pour hommes. des ateliers pour hommes depuis longtemps. Donc, les hommes, en tout cas, qui sont en Belgique ou les demandeurs d'asile, savent parce que à un premier accueil, si on reçoit un couple, on voit le papa à part et on voit la maman à part et on les sensibilise. Mais on voit très souvent, ils se disent, nous, on pensait que c'était une question de femme, une question de femme. Donc, ils sont touchés. Ils disent qu'ils ne savent pas et c'est pourquoi on fait mal à cet organe alors que c'est l'organe vraiment mère c'est un organe qu'on doit protéger, c'est une source de plaisir. Même pour accoucher, ça aide les femmes à accoucher. Donc, quand on leur explique, on leur montre justement, on a un truc en silicone, une vulve en silicone, on leur montre tout ce qu'on coupe et les inconvénients, les types 1, les types 2 et tout. Ils sont tellement touchés que moi, je les revois encore pour dire, j'ai d'autres enfants en Afrique que j'ai laissés, ou bien mes nièces, etc. Donc, je vais leur demander de ne pas exciser leurs enfants. Et la plupart des maris ou des familles qui sont là, qui sont passées par le GAMS, ils ont été sensibilisés et ils savent ce que c'est. Et je pense qu'ils sont même impliqués, même si c'est la femme qu'on voit devant, parce que dans d'autres cultures, comme Ramatoulaye le dit, il y a les hommes s'occupent d'autre chose. Par exemple, les mariages des petites filles, de leur demande d'asile et tout, mais ils ont toujours l'œil attentif sur leurs enfants. Mais c'est la maman qui s'occupe de l'éducation des enfants et tout ce qui est partie intime, comme l'excision, comme la sexualité. On va beaucoup plus vers la maman que le papa. Donc, c'est aussi simple que ça. Sinon, moi, je peux dire à 90% ici, les hommes en Belgique ou en Europe savent ce que c'est que voilà, l'excision, les conséquences, etc. Moi, je veux ajouter quelque chose. Quand elle dit les deux, par exemple, lorsque moi j'ai accouché, c'est mon mari qui a levé les enfants avant moi. Donc ça, c'est tout ce qui est relation entre père et enfant, parce que j'ai eu des césariennes. Et mon mari et son petit frère, ils sont deux parmi cinq filles. Donc les cinq filles et moi, en plus, on a tous eu des problèmes à l'accouchement. Donc mon mari est vraiment impliqué tout ce qui est condamné comme l'excision. Donc, et même les conférences au niveau de GAMS à Liège, on partait assister ensemble. Et les films de violence conjugale qu'on nous envoyait, les tickets, on partait regarder ensemble. Mais par contre, peut-être, elle va dire que les hommes n'osent pas lever le doigt plus que les femmes pour dire on est contre, on est contre. Oui, voilà. Ça dépend des familles. Oui, oui. C'est aussi, c'est que je ne sais pas si c'est conscient ou inconsciemment, c'est que les femmes pensent avoir cette responsabilité-là, c'est à elles de s'occuper de l'éducation des enfants. Donc, c'est comme si, en fait, euh, c'est séparé. L'homme, lui, il doit ramener la richesse, donc c'est lui qui va chercher de quoi manger, de quoi habiller, de quoi nourrir la famille. Et la femme, toi, tu t'occupes de l'éducation des enfants. Donc, parce que si jamais, comme une des intervenantes dit, si l'enfant est mal éduqué, soi-disant mal éduqué, donc si elle ne respecte pas les normes, on va dire c'est la mère. Et donc, puisque la place de la communauté est très importante et que donc la maman pense toujours avoir cette obligation de bien faire, de faire en sorte que l'enfant reste au sein de la communauté. D'autres questions?
Ça peut être aussi, pas forcément des questions, mais des remarques ou des, des, des propositions. Moi, j'aurais des remarques par rapport spécifiquement aux GAMS. Mhm, Alors, je m'appelle Diallo Saliou, je suis assistante sociale et animatrice EVRAS au planning familial La Famille Heureuse de Mons. mhm, Et il arrive, pas tout le temps, qu'on ait des demandes parfois de parents qui mhm, ont besoin justement de consultations gynécologiques pour avoir des attestations mhm, de non-excision. mhm. Mais dans la région, je remarque qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, il n'y en a presque pas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler de beaucoup. Et Mhm. justement, la dernière fois que j'en ai eu, j'ai essayé de contacter le GAMS. On m'a orienté vers une dame qui est de la section de Namur, que je n'ai Oui, pas réussi à avoir au téléphone. J'ai d'accord, laissé un message vocal, mais je n'ai pas eu de rappel. d'accord. Et donc, voilà, est-ce qu'il y aurait un répertoire de médecins que le GAMS aurait éventuellement qui sont attitrés pour faire ce genre d'attestation ou n'importe quel gynécologue pourrait le faire? En fait, normalement, chaque médecin peut le faire, mais vous pouvez, sur le site du CGRA, vous avez la liste de tous les médecins accrédités, je dirais. Là, vous avez toute une liste, donc vous pouvez regarder. Mais normalement, tout médecin qui a déjà... En fait, pourquoi on dit il faut faire attention à ces liquides? Parce que si le médecin n'est pas formé sur les MGF, donc des fois, il y a des formes d'excision qui peuvent passer sous la Mhm. trappe et que, parce que l'attestation est très importante par rapport aux demandeurs d'asile. Donc, si il fait pas le diagnostic, s'il n'écrit pas vraiment le diagnostic qu'il y a et que on dépose ça et que l'Office des étrangers trouve que parce que des fois, souvent, le type 1 peut passer inaperçu ou le type 4. Ouais. Oui. Donc, c'est pour ça que nous continuons quand même, nous essayons, nous savons, nous essayons de former les médecins pour pouvoir avoir un œil très vigilant là-dessus, mais vous pouvez, avec le site du CGR, avoir la liste et Oui. le Le mettre. problème, c'est que la plupart de ces médecins se trouvent soit à Bruxelles ou dans d'autres régions, en tout cas pas ici en Wallonie. Dans la région de Mons, ici, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il faut déplacer les parents pour aller jusqu'à Bruxelles, parfois, ce n'est pas évident. Mais bon, voilà, c'était juste une remarque. Moi, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Donc, je suis Kéla du GAMS. Et donc, moi aussi, en fait, on est en train de travailler sur effectivement cette liste de médecins avec le CGRA. Et donc, si j'ai bien compris, cette liste, ce n'est pas pour, dans le cadre du suivi CGRA. C'est dans quel cadre? Pourquoi est-ce que ces parents demandent? Non, ses parents ont voyagé avec ces jeunes filles au pays. De retour, ce qui est normal, la procédure de l'Office des étrangers, c'est qu'ils doivent rendre chaque année une attestation de non-excision des jeunes filles. D'accord. Donc, parce qu'il y a deux choses que vous êtes en train de dire, donc il faut bien clarifier parce que ce certificat médical peut être demandé à deux moments. Il peut être demandé dans le cadre de la procédure d'asile concernant Non, ce des... n'est plus la procédure d'asile, là. Voilà. Et donc, et l'Office des étrangers, en fait, n'intervient pas du tout à ce niveau-là. Donc, c'est uniquement le CGRA qui le demande par rapport à la procédure d'asile. Et puis, vous avez le cas des petites filles qui ne sont pas dans le cadre de la procédure d'asile. D'accord? Et effectivement, elles peuvent voyager dans leur pays, parce que quand vous êtes dans la procédure d'asile, vous ne pouvez pas voyager dans votre pays. Donc, Mhm, ces petites filles ne sont pas dans la procédure d'asile, elles sont peut-être venues dans le cadre du regroupement familial, elles sont mhm, peut-être même belges, ça peut aussi être le cas. Et donc, elles sont même suivies par le GAMS. Donc, mais leur titre de séjour, ce n'est pas des réfugiés. Donc, ces petites filles qui sont en dehors du cadre du statut de réfugié, eh bien, effectivement, le GAMS a mis en place ce qu'on appelle une préparation au voyage. Donc, c'est-à-dire que c'est une procédure qui n'est pas obligatoire. Et le GAMS invite
en fait, et d'autres partenaires comme l'ONE, les écoles, on invite les parents à préparer le voyage. Et dans ce cadre-là, on demande aux parents d'effectivement faire un certificat médical et avant le voyage et au retour du voyage et de signer une déclaration sur l'honneur. Donc ça, c'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas exactement la même procédure. Là. Ouais. Voilà. Et donc, dans le cas de cette procédure, donc je pense que c'est de ça dont vous parlez, il y a effectivement, on utilise le même canevas que l'autre procédure. Hein, c'est peut-être pour ça que les gens mélangent. Et c'est vrai qu'il y a une liste de médecins qui sont formés par le GAMS la plupart du temps. C'est notre directrice et d'autres qui forment ces médecins. Mais cette liste n'est pas toujours disponible. Donc, le plus simple, c'est de demander cette liste. Et donc, vous pouvez nous demander cette liste de médecins formés au GAMS. Donc, si vous souhaitez, vous me laissez vos coordonnées et je vous donnerai la liste au niveau je ne sais plus dans quelle région vous êtes, dans quelle ville. Mons. Mons, voilà, je peux vous donner cette liste. C'est vrai que c'est les mêmes médecins que ceux qui sont utilisés pour la procédure devant le suivi Office. de Gérard. Voilà. C'est les mêmes médecins qui sont utilisés, mais c'est deux procédures différentes. C'est juste ça que on confondait. Mais par contre, cette liste n'est pas toujours disponible parce qu'elle est chaque fois mise à jour. Donc, il faut demander. Et donc, le plus simple, nous, on a la dernière liste. D'accord? Donc, je prends vos Je coordonnées. vais vous mettre mon mail dans les messages ici. Voilà, c'est plus simple. D'accord. C'est comme ça. Parfait. Euh, et donc, c'est bien important. Et qui fait la préparation au voyage? Ben, le voyage a déjà eu lieu, donc je ne sais pas s'il a été préparé ou pas. Ah, Donc, d'accord. Ah, d'accord. Donc, vous n'intervenez que pour, pour... pour l'attestation, oui. Ah, d'accord. OK, ça va. Mais on verra. Donc, je prends votre mail Ok. pour tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut mettre la liste sur le chat pour tout le monde? Normalement, je pense que je vais voir, oui, normalement, parce que cette liste, elle est... je vais le faire. Parce que le CGRA, là, mais c'est vrai que c'est compliqué de l'avoir par le CGRA parce qu'elle ne veut pas spécialement, mais on lui a demandé de le mettre sur leur site. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas encore fait. Parce qu'elle va encore prendre, il faut savoir que bientôt, soyez conscients qu'il y aura bientôt des modifications. On est en train de discuter avec le CGRA qui va donner des modifications par rapport aux conditions, mais ça, c'est pour le CGRA, c'est pas pour vous. Donc, mais il y aura des modifications par rapport à certaines conditions, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'on a la liste, parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec le CGRA. Donc, je vais faire ça. Et moi, je voulais aussi poser une question, peut-être au panel. Donc, je vais vous demander, en fait, par rapport à l'EVRAS, donc, vous avez vu, il y a eu toute une polémique par rapport à l'EVRAS, donc qui a surtout, en fait, touché les communautés, enfin, peut-être surtout, peut-être que c'est une impression qu'on a, mais en tout cas, certaines communautés ont surtout été interpellées par l'EVRAS, qu'on ne connaissait pas trop. Et est-ce que depuis, il y a eu un changement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours une méfiance dans les communautés par rapport à l'EVRAS où il y a eu une modification? C'est-à-dire que ça a commencé il y a peut-être un an, mais est-ce que vous voyez une évolution depuis un an où vous n'avez pas spécialement, voyez pas spécialement de changement par rapport à la réception, par rapport à la compréhension que les communautés ont de l'EVRAS? Sachant qu'évidemment, c'est juste par des expériences, vous ne pouvez pas témoigner pour tout le monde, mais voilà. Je voulais savoir, est-ce que depuis qu'on essaie de communiquer sur l'EVRAS aux communautés, est-ce que c'est quelque chose qui impacte ou vous avez l'impression que les communautés ne comprennent pas et ils ont encore besoin d'autre chose pour comprendre ce type de démarche? Démarche, ouais. Moi, je voudrais d'abord m'excuser parce qu'on a eu un souci technique. On a coupé l'Internet momentanément. Donc, par rapport à la question, je trouve que c'est une question très pertinente. Mais je pense qu'en fait, plus les parents sont informés de ce qui se passe dans Evras, plus ils sont ouverts. Parce que, en fait, le B à bas, c'était que, pour la première fois, on nous parle d'Evras et on se focalise sur le S, on se focalise sur le X et ils ne se rendent pas compte
forcément, dès qu'ils ont entendu Evras, que c'est déjà une partie qu'ils font à la maison. Donc, quand on leur explique, mais en fait, on essaie de comprendre ça aide à comprendre les émotions de vos enfants, c'est quoi, comment ça se passe la relation, comment gérer les conflits, on va parler de harcèlement. Ah, si, c'est ça, je veux bien que mon enfant puisse bénéficier de ça. Je pense, en fait, c'est parce que il n'y a pas d'information qui a été donnée aux parents, des informations de co-construction aussi. Parce qu'il y a aussi ce cadre culturel, ce cadre de référence où on n'est pas habitué à ça. Des fois, c'est des parents qui viennent d'arriver aussi ou qui ne connaissent pas du tout ces notions qui sont abordées à l'école. Parce que moi, je prends par exemple la Guinée, d'où je viens aussi, souvent par rapport à des contraceptions ou de l'utilisation de préservatifs, c'est PSI qui le fait. Donc, ce sont des associations qui luttent contre les IST, qui vont aller d'eux-mêmes dans les écoles, voir le directeur et avoir l'aval d'aller dans une salle de classe et le faire. Donc, tu arrives ici, on te dit, mais ça, on s'est fait à l'école. Donc, ça peut faire peur si on ne comprend pas le pourquoi. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est continuer à penser à informer les parents de c'est quoi les vrais, qu'est-ce qui est donné dedans et savoir que il y a certains sujets ne sont débattus que quand les élèves eux-mêmes demandent que nous voulons parler de ce sujet-là. Donc, je ne sais pas si les autres peuvent compléter ou dire d'autres informations. Euh, moi, Ah, vas-y. Pardon. En fait, moi, je peux rapporter sur trois communautés, la communauté éthiopienne, djiboutienne et somalienne. Par rapport aux peu de personnes que j'ai pu rencontrer de ces trois communautés, la communauté éthiopienne est beaucoup plus ouverte, même s'ils sont réticents et refont le travail à la maison et donnent beaucoup plus d'informations aux enfants. Et en ce qui concerne la communauté djiboutienne, donc, ils sont dans la masse aussi et essayent de comprendre avec leurs enfants et peut-être je peux dire qu'il y a une réticence, mais en ce qui concerne dans la communauté somalienne, ils savent même pas ce que ça veut dire les phrases, ils savent pas suivre l'éducation de leurs enfants vu que c'est une communauté qui ne parle pas déjà français et leurs enfants en quelque sorte leur interprètent en quelque sorte, c'est leur guide. Donc, du coup, les enfants ne sont pas beaucoup plus ouverts avec leurs parents de raconter, en fait, sur leur éducation à l'école. Donc, je dirais que la sensibilisation continue, mais en ce qui concerne la communauté somalienne, elle est encore vraiment très, très, très loin à comprendre, en fait, ce système-là. Merci, Fatmata. Oui, Ramatou, tu voulais aussi intervenir. Donc, moi, je pense que ce qui a tiqué chez beaucoup de parents, c'était le terme sexuel et le fait qu'on ne savait pas finalement ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait. Et moi, dans mon entourage, de ce que j'ai remarqué, c'est on ne voulait pas en parler. On estimait qu'on était les seuls à pouvoir éduquer correctement notre enfant sur le sujet. Donc, personnellement, mon entourage s'était un peu fermé à la question. Aujourd'hui, je pense que à force d'en parler et de faire des recherches peut-être dessus, ça s'est un peu ouvert. Mais si je dois me concentrer sur la communauté guinéenne, je dirais que la connaissance de l'EVRAS est quasi inexistante. Peut-être qu'on peut comprendre ce que c'est éducation relationnelle de manière générale. On peut en parler, mais je pense pas qu'on met le terme EVRAS dessus. Donc, je pense qu'il y a encore un peu plus comment dire, de promotion à la santé à faire là-dessus parce que c'est pas très, très connu. Mais je pense que de manière générale, on va dire que le débat s'ouvre un peu plus et que les esprits se calment, mais il faudra encore du temps et, comment dire, en parler plus, éduquer là-dessus et faire bien comprendre aux parents ce que ça veut dire et ce que ça implique. Et c'est pas, parce que je pense aussi qu'il y avait la notion de consentement qui posait énormément de problèmes. Donc, je pense que, enfin, je sais pas si les avis ont fortement changé.
parce que bah, de nouveau, on communique pas avec tout le monde et c'est un sujet parfois dont les parents n'ont pas nécessairement envie de parler. Mais je pense que ça commence à se dédramatiser de plus en plus. Et alors à la communauté guinéenne, ça, je pense par contre, pour, puisque je la fréquente, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et peut-être que les parents directement impliqués ou qui ont une connaissance ou qui sont dans le domaine médical, par exemple, ont une connaissance plus accrue là-dessus et ont plus de facilité à en parler avec les enfants ou de manière générale à peut-être s'y renseigner. Mais comme elle le disait, Fatma, les gens, certaines personnes qui ne parlent même pas la langue française ou qui n'ont pas de connaissances dessus, bah, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je pense que là, c'est même pas une histoire de est-ce que les idées ont changé, c'est est-ce qu'ils ont une connaissance de l'EVRAS et de ce que ça implique. Ouais. Et ici, en tout cas, moi, je sais qu'à Bruxelles, mes collègues psychosociojuridiques ont eu aussi ce débat avec les femmes des derniers vendredis, où des femmes qui disaient, mais moi, je suis même allée manifester parce que je suis contre. J'ai fait partie des femmes qui ont manifesté. Avec le fait qu'ils étaient dans un cadre sécurisant, ils ont pu poser leurs questions à mes collègues qui ont répondu objectivement, a permis à ce que ces femmes-là disent, ah ben, si c'est ça, j'accepte que je m'ouvre à cette idée que ça soit fait à l'école. Je pense que c'est l'accès à l'information. C'est que la manière dont ça a été présenté au niveau médiatique a fait peur et que les gens ont besoin de comprendre. Plus ils comprennent, c'est comme l'excision en fait. Plus on comprend l'utilité d'en parler et d'abandonner la pratique, c'est la même chose aussi avec les VRAS. Plus ils comprennent ce qui en est et ce qui est donné effectivement et pas les on-dit, ce qui est la désinformation qui a tourné autour, plus ils comprennent en fait la nécessité. Parce que quand ils comprennent, ah, grâce à ça, mon enfant, si jamais peut mieux se protéger par rapport à des violences sexuelles. Si jamais c'est arrivé, il peut m'en parler ou alors il peut en parler à l'école. Donc, on pourrait faire en sorte que des violences qui sont faites soient dévoilées, que le parent ne connaisse pas aussi, par exemple, via l'inceste ou les violences domestiques. Voilà, il y a des choses qui peuvent aider aux parents tiens, donc, plus on explique aux parents, en fait, plus ils sont informés, plus ils sont ouverts à la discussion, plus ils sont ouverts à ce que d'ouvrir l'espace aussi à leurs enfants et de savoir que si moi, je ne peux pas répondre, je peux aller demander de l'information à des structures, à des personnes de confiance qui peuvent m'aider à trouver la réponse ou même prendre mon enfant, viens, moi je ne peux pas te répondre, mais on peut aller au GAMS, on peut aller au planning familial, on peut aller voir la médecine scolaire pour pouvoir avoir ces réponses-là. Mhm. Moi, j'aurais voulu ajouter quelque chose. Moi, je pense que l'EVRA, c'est l'étude de la vie, à chaque étape. Par exemple, les enfants de 5 ans, on va déjà les apprendre c'est quoi le harcèlement. 6 ans, ainsi de suite. C'est l'étude de la vie. Ça dépasse l'EVRAS en quelque sorte, si on arrive à apprendre tout ça aux enfants. Ben, beaucoup de parents, je sais pas, peut-être c'est aussi des infos, ils n'ont pas de bonnes infos, peut-être c'est ça aussi. Mm. Ouais. Merci Fatmata. D'autres questions ou d'autres remarques? Il est 15h48, on arrive bientôt vers la fin de l'atelier. Donc, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, les intervenantes? Vous avez envie de dire quelque chose d'autre ou d'ajouter ou un message à passer par rapport aux professionnels qui sont ici, qui peut-être donnent de l'EVRAS ou pas?
Bah, aux professionnels, je sais pas trop, bah, plutôt leur dire que je sais plus qui avait posé la première question qui disait finalement quel droit moi j'ai de dire à cette femme-là ce qu'elle peut en penser. Je pense que en réalité, oui, il y a cette partie culturelle à prendre en compte parce qu'on est face à des communautés qui n'ont pas la même éducation que nous, les mêmes connaissances que nous, donc on ne peut pas venir et dire c'est mal ce que vous faites et puis point. Mais je pense qu'on a ce devoir de comprendre les pratiques de manière générale qui touchent à ces sociétés, enfin, à ces communautés-là, de leur expliquer, on a le devoir d'expliquer ce que ça veut dire, mais surtout de leur dire que ce n'est pas OK, même si ça fait partie de leur pratique et de leur tradition. Après, bon, pour changer les traditions, je pense que c'est très difficile, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on a ce devoir-là d'informer et d'expliquer, et je pense que c'est le cas d'énormément de professionnels de la santé. La preuve, c'est de participer à ce genre d'atelier, bah, c'est d'essayer de comprendre finalement certains aspects de la vie relationnelle et sexuelle, mais aussi liés au MGF, et aussi peut-être apporter enfin, par les connaissances, apporter une aide beaucoup plus impactante chez ces jeunes femmes-là ou de manière générale, des hommes qui vont rencontrer ou des femmes qui ont subi des choses bah, pas très correctes. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à part dire merci d'avoir participé à l'atelier et j'espère que par nos interventions, on a pu apporter des explications claires et peut-être qu'on a pu répondre aux questions et aussi aider sur certains aspects par nos connaissances et notre vécu. Donc voilà. Et juste laisser la place aussi aux enfants bah, de parler finalement. Et même si on pense que c'est anodin, je pense que c'est une grande part du travail déjà, juste que l'enfant ait cette confiance-là au niveau du parent et de se dire, bah, finalement, même si moi, je ne veux pas en parler ou j'ai peur d'en parler, je sais que mes parents ont cette place-là de confiance dans ma vie et je sais que je peux venir en parler. Et je pense que ça, déjà, c'est important, même si on ne parle pas directement de relations et de sexualité avec les parents. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée en quelque sorte, comme ça je conclue pour moi du moins. Et voilà, merci de nous avoir invités, en tout cas moi, pour ma part, de m'avoir invité à participer à l'atelier. Merci beaucoup, Ramatou. Mariama, je te dis aussi merci à Gams de nous donner la possibilité de nous exprimer sur des sujets aussi vastes. Donc, on va être prête aussi pour la prochaine. Je voulais aussi Merci. parler par rapport aux autres personnes qui passent par les mailles du filet. Si les activités relatives à l'EVRAS s'adressent aux personnes, aux demandeurs d'asile, et si ça pouvait être élargi à d'autres cibles, puisque beaucoup de personnes ne sont pas dans cette catégorie de personnes. Donc, si on arrive à élargir au plus grand nombre de personnes, aux associations, comme vous avez dit, les associations qui luttent contre les IST, le sida et d'autres, ceux qui font l'éducation sexuelle, et celles qui s'occupent de l'éducation sexuelle. Mais au-delà de ça, je me dis, il y a une grande partie de la communauté africaine ici qui est frappée par ce fléau, mais qui peut passer par les mailles du filet, quoi. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et votre remarque. C'est pour ça que moi, je me dis aussi, même au niveau des écoles, c'est peut-être aussi penser à ouvrir un espace où les parents peuvent venir discuter de ce qui se passe dans Evras, parce que c'est ça, en fait. Il faut les informer. Ils ont besoin d'informations parce que ils doivent sortir de leurs idées reçues, de comprendre que même dans sa culture, les choses peuvent avancer. De la même manière, aujourd'hui, ils se disent oui, pour l'excision, on a compris. Ben, d'essayer aussi d'essayer de comprendre aussi par rapport
à l'élargir cet aspect, l'éducation aux aspects socioculturels, mais même sur la sexualité. Parce que des fois, vu que c'est des sujets tabous, il y a des choses qu'on a du mal, c'est de chercher à s'outiller. Et ça, c'est quand on nous donne des espaces comme ça où on peut venir en discuter. Donc, c'est aussi toutes les associations qui sont présentes ici et qui peuvent avoir accès à ces femmes, c'est de penser à organiser des séances d'information et de sensibilisation pour que les parents comprennent. Effectivement, nous, aujourd'hui, nous cherchons aussi à avoir une trajectoire pour les personnes qui viennent par regroupement familial et pour pouvoir atteindre plus de catégories de personnes dans les communautés, que ce ne soit pas simplement focus sur les personnes qui sont en demande de protection internationale. Ok, ben, je dirais également, ben, merci Mariama de nous avoir permis d'intervenir et merci à toutes et à tous les participants de nous avoir écoutés. Mais il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais bon, voilà, à la prochaine fois. Ben, peut-être parce que vous avez été efficace. Bien, je ne sais pas s'il y a encore une dernière petite question ou une dernière remarque. Il nous reste 4 minutes. Sinon, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et présente à cette intervention. Et merci à vous, remarques. Et n'hésitez pas aussi si jamais par après vous avez une petite question ou une autre remarque, vous pouvez m'envoyer un message, un mail à mariama@gams.be et je pourrai toujours remonter les questions à mes collègues et à mes partenaires. Voilà, donc voilà, parce que Ramatou, elle est devenue une partenaire du GAMS. Depuis qu'elle a fait son étude, on ne veut plus la lâcher. Ah oui. Donc voilà, je mets mon adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à revenir vers moi. Ou si vous pouvez aussi, via les stratégies concertées, m'envoyer le mail des stratégies concertées que vous avez déjà, je pense, ou j'espère. Voilà. OK. Allez. Au revoir.